Dans cette vidéo, nous allons parler de microservices. Donc, nous allons réaliser un microservice, on va voir comment le dockeriser, comment envoyer tout ça sur GitHub. Alors, premièrement, il faut avoir une machine avec votre VirtualBox, hein, si vous êtes sur un ordinateur Windows, puisqu'il faut du Linux. Vous pouvez le faire également si vous êtes sur un ordinateur avec Linux. Alors, on va d'abord utiliser Vagrant pour créer une machine. On va aller sur Internet. Alors, si vous l'avez déjà, bah, tant mieux. Moi, j'ai pas. Donc, ça permet peut-être à ceux qui n'ont pas bien compris comment créer une machine avec Vagrant de revoir la procédure. Donc, je vais aller sur Google. Et je vais aller sur Vagrant Cloud. Voilà. Et sur Vagrant Cloud, je vais pouvoir récupérer une machine Debian par exemple. Là, je peux récupérer une machine Debian. Alors, Debian 11 peut-être. Ce serait bien, ben voilà, j'en ai une ici. Hop, je clique dessus. Et j'ai les deux instructions ici. Voilà. Je vais sur l'invite, sur le disque dur. Je vais créer un dossier que je vais appeler Debian 11. Voilà, je double-clique sur ce dossier. Et une fois que je suis dans le dossier, je vais dans un terminal. Voilà, il faut être dans le terminal. Donc si vous êtes sur Windows, il faudra aller dans le terminal de Windows en mode commande. Si vous êtes sur Linux, il faudra aller dans le terminal de Linux. Alors bien sûr, Vagrant doit être installé au préalable sur la machine. Et là, on va se créer un dossier. Je vais rentrer dans ce dossier. Ah bah je l'ai déjà créé, quelle bêtise. Je vais le supprimer, hein. Pas la peine de créer le dossier ici. Donc je supprime le dossier puisque je suis déjà dans le dossier Debian 11. Voilà. Donc il faut être dans le dossier. À partir de là, on a vu que pour créer notre machine, voilà, donc Vagrant init est ici. On revient sur l'invite de commande. Je colle. Et on va avoir ensuite le Vagrant app. Souvenez-vous, avec Vagrant, il y a un fichier qui a été créé. Hein, si vous faites un ls ou un dir, si vous êtes sur Windows, vous voyez le fichier Vagrant file qui est ici. Et là, je vais coller pour créer ma machine Vagrant. Voilà. Et là, normalement, tout va démarrer. Et on va patienter que ça se fasse. Voilà, donc la machine là est prête. Et quand la machine est prête, bien évidemment, je vais me connecter dessus avec Vagrant SSH. Donc là, je suis sur la machine. Et ce que je vais faire, je vais installer Docker sur cette machine. Hop. Alors pour ça, je vais sur Internet et j'écris Docker Engine Debian. J'arrive sur la page de Docker, je clique sur Install Docker, et je vais récupérer les procédures d'installation. Alors j'ai le première instruction qui est ici. Hop. Je passe.
sur Debian et je colle. Deuxième instruction, elle est ici. Je passe sur la Debian et je vais coller. Alors, la commande a mal été copiée, il faut le sudo. Et je valide quand il me dit est-ce que vous voulez continuer. Troisième instruction, elle est ici. Hop. Et je vais coller. On a la cinquième instruction qui est là. Et je vais coller. Ensuite, on va avoir cette instruction qui va permettre, comme c'est expliqué en anglais, hein, de pouvoir définir le repository. Voilà. Et ensuite, on va avoir, puisque on vient de mettre à jour le repository, on utilise cette instruction qui va mettre à jour les dépôts. Ensuite, ici, on a cette instruction pour installer Docker avec tous ses composants. Voilà. Et là, on patiente que l'installation se fasse. Voilà. En même temps, on peut descendre dans la page. Hein. À l'issue de l'installation, il faudra tester que tout marche bien, enfin que Docker a été installé avec cette commande qui va nous créer un premier conteneur et nous envoyer un message Hello World. Voilà, donc on va coller ici, là, hop, on valide, et là, comme il y a le message Hello, c'est parfait. Il reste une dernière chose à faire, il faut aller tout en bas de ce document, et là, on a Continue to post-installation step of Linux. Là, il va falloir donner la permission à l'utilisateur Vagrant, hein, parce que sur la machine actuellement, on est connecté en tant que Vagrant. Il va falloir lui donner l'autorisation d'utiliser Docker. Donc pour ça, alors ça, c'est pas la peine, parce que normalement, le groupe Docker a été utilisé. Par contre, cette instruction, elle est nécessaire, puisque ça va permettre d'ajouter l'utilisateur courant, hein, puisque c'est une variable d'environnement $user qui représente l'utilisateur Vagrant, on le rajoute au groupe Docker. Ensuite, bien évidemment, il va falloir activer l'ajout du user au conteneur Docker. Voilà. Pour nous assurer que ça marche bien, il suffit de faire Docker version en étant connecté en tant que Vagrant. Quand on fait ça, on doit avoir le client et le serveur qui apparaissent. Et enfin, il faut qu'on voie si Git est installé. Git, il est bien installé. Quand je fais Git, c'est installé. Au cas où c'est pas installé, il suffit de faire un apt get install. Alors, bien sûr, c'est juste pour faire montrer avec un sudo et il faudrait installer Git. Mais là, Git est installé, c'est parfait. Ensuite, on revient sur notre... Donc là, on a notre machine Windows, alors, Linux. Alors pourquoi une machine Linux? Alors pour ceux qui ont leur système, c'est du Linux, ils n'en ont peut-être pas besoin. Mais les gens qui ont du Windows, cette machine Linux, ça va nous servir à utiliser Docker, qui n'est pas utilisable sur la machine Windows, sauf si vous voulez l'installer. Hein, et la démarche pour installer un Docker desktop. Voilà, donc ça va nous servir surtout à ça. Ensuite, on va lancer notre IntelliJ IDEA. IntelliJ, celui que vous avez installé. Il faut que j'aille chercher l'IntelliJ.
tLidge. 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 Bon, je pense que ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je ne sais pas si je l'ai installé déjà pour commencer. IDE. Voilà. Donc là, j'ai mon IntelliJ qui est là. Hop. Je rentre dans le dossier bin. Moi, pour moi, vous peut-être vous le lancez autrement. Les gens qui sont sous Windows le lancent autrement. Les gens qui sont sous Linux peut-être le lancent également autrement. Alors, je vais ouvrir ça dans un terminal. Et donc, voilà, je vais lancer IntelliJ. Voilà ce qu'on a fait en classe hier. Donc si vous ne l'avez pas sur vos machines à la maison, il faut l'installer tout simplement. Voilà. Donc là j'ai IntelliJ IDE. J'installe, je lance ce projet. Voilà. Normalement, quand vous l'ouvrez, si vous n'avez pas de projet, il va arriver sur cette interface-là. Au cas où vous avez un projet, il se trouve que il s'ouvre comme ça. Il suffit de faire un file. Il suffit de faire un file et de faire un close project. Et donc, quand je fais un close project, je reviens à cette fenêtre-là, la fenêtre de démarrage. Et donc ça permet de revenir là-dessus. Alors, l'idée maintenant, c'est de créer un premier projet microservice, comme on l'a fait hier en classe. Donc on va faire un new project, ici. Et, alors sinon c'est pas ici, c'est pas comme ça. On va aller le créer sur l'initialiseur. Donc on lance le navigateur, et là, on va aller sur Google, et on va écrire Spring Initializer, comme ça. Voilà. On valide. Et on clique sur Spring Initializer. Voilà. Une fois qu'on a cliqué sur Spring Initializer, on clique sur Gradle, on sélectionne Java, on laisse tel que c'est, et puis là on va écrire comme point calculator, et ici on va écrire calculator. Voilà. Ensuite, on descend un petit peu plus bas, on coche bien le jar, et 17. Alors Gradle, on a dit que c'était un gestionnaire qui va permettre de gérer, c'est un outil qui va permettre de gérer tout le cycle de vie du projet. Savoir, on va pouvoir compiler le projet, on va pouvoir envoyer des tests, on va pouvoir le packager, c'est-à-dire créer un exécutable. On va pouvoir faire toutes ces opérations-là et on va gérer les dépendances, c'est-à-dire les librairies qu'on pourra récupérer à partir d'Internet. Là, on choisit le langage Java. Ça, c'est la version de Spring Boot. Alors, Spring Boot, souvenez-vous, c'est tout simplement un outil qui va permettre de créer des projets Spring facilement. Spring, c'est un framework de Java. C'est-à-dire, Spring Boot, c'est également un framework de Java. Un framework, on a dit que c'est une bibliothèque de composants réutilisables qui vont permettre aux développeurs de développer plus facilement, plus rapidement, en se concentrant uniquement sur les procédures métiers et en n'étant pas
empêtré dans les problèmes techniques, hein, savoir faire un code pour, par exemple, réaliser les opérations par rapport à une base de données. Voilà, donc il y a pas mal de bibliothèques qui sont proposées, qui fait que les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Ici, on va ajouter des dépendances. Alors, des dépendances, qu'est-ce que c'est? Bah, les dépendances, ça va nous permettre d'avoir des librairies, en particulier, qui vont nous permettre, dans le cas sur lequel on est en train de travailler, de pouvoir créer un microservice facilement. Donc, on va taper Web ici. Et là, on a la librairie Spring Web, hein, celle-là, hein, pas une autre, hein, Spring Web. On clique dessus pour pouvoir la sélectionner et on clique sur Generate pour générer le projet. Voilà, le projet, il est ici. Il a été généré. Donc, il est téléchargé. Normalement, vous l'avez dans le dossier de téléchargement. Et là, on va aller dans ce dossier téléchargement. Voilà donc mon projet. Il est là. Hop, je vais le copier. Alors, je vais aller sur le disque dur. Et dans le disque dur, je vais créer un dossier, voilà, que je vais appeler par exemple microservice, comme ça. Et je vais aller me placer dans ce dossier microservice. Je le retrouve parce qu'il y a tellement de dossiers ici. Voilà, dossier microservice, hein, sur votre disque dur. Hein. Ça c'est. Et vous collez. Vous décompressez ce projet. Calculateur.zip, il faut le supprimer ici, hein, puisque le projet est décompressé, c'est bon. Et via votre IntelliJ ici, il faut aller sur Open. Et vous recherchez ce projet microservice, le dossier microservice, il faut le retrouver. Je ne sais pas si je l'ai. Voilà. Et vous faites Trust Project, voilà, donc le projet microservice, il est là. Et donc là, l'idée, hein, c'est de créer un microservice. Quand vous voyez des petits messages comme cela, voilà, il vous demande, par exemple, dans le cas Gradle Build Script Found, Calculator, et il vous demande de cliquer sur Load, bah, vous le faites. Hein. Voilà, donc ça va permettre, si on veut, au logiciel de récupérer un certain nombre de choses. Alors, à côté de ça, il faut quand même sur votre machine, alors si bon, on va les contrôler d'abord un certain nombre de choses, patientez un petit moment, voilà, tout est en train de se faire. Donc là c'est en train de builder, on voit qu'il travaille en bas là, ça on laisse faire. Voilà, donc, tant qu'il n'a pas fini de travailler en bas, ben, on va le laisser faire, patienter un petit moment. Voilà, alors quand on a du rouge comme ça, bon, une chose déjà qu'on va faire, on va aller sur File ici, chose importante, on va sur Setting. Et quand on va sur File et Setting, là, ici on peut aller sur Build, Exécution, Déploiement déjà. Ensuite on va aller sur Build Tools. Et dans Gradle, on va s'assurer que tout se passe comme on veut. Là, ici, il me dit Gradle JVM Java Home version 11. Alors, c'est pas tout à fait ce que je veux. Hein. Moi, je veux la 19. Donc, deux façons de procéder. On vient ici. Là, on a Java Home version 11. Donc, nous, ce qui nous intéresserait, c'est la 19. Donc, on va aller sur Add ou Download JDK. On peut télécharger hein, si on veut ici. Hein. Et là, on va tout simplement récupérer la 19. On fait un download. Et là, voilà, il va télécharger cette version 19. Alors, là, l'idée, c'est qu'on va travailler uniquement via l'interface graphique. Si vous êtes sur un Linux, bah, il faudra installer la version 19
si vous souhaitez, hein. Comme on l'a fait, c'est-à-dire si vous travaillez que sur votre machine Linux et vous n'avez pas utilisé une machine VirtualBox, ben, installez Java 19 hein, également sur votre machine directement. Si vous êtes sur un Windows, vous pouvez procéder que comme ça, puisque vous allez sûrement utiliser une machine VirtualBox. C'est plutôt sur la machine VirtualBox qu'on installera la Java 19. Alors, ici, maintenant qu'on a fait ça, bien sûr, on applique. Voilà. Et on fait OK. Une deuxième chose à faire, voilà, on patiente un petit peu, là il est en train de faire un certain nombre de choses. Une deuxième chose à faire, vous voyez, quand on a un projet comme ça, ce sera d'aller dans File et d'aller sur Project Structure. Et là, vous voyez, quand on est dans Project, il dit qu'il n'y a pas de SDK. Donc on va aller sélectionner le SDK qu'on vient de récupérer. Dans le SDK, là, il a sélectionné, vous voyez, quand on clique sur SDK, il a sélectionné la version 11. Donc là, nous, on va sélectionner la version 19. On applique et on fait OK. On patiente un petit peu. Alors, reduce the indexed time and CPU and load with prebuild JDK shared. Donc, si vous avez un message comme celui-là, vous pouvez faire un always download. Voilà. Et là, on patiente. Vous voyez un certain nombre de choses hein, qui se font au début. L'objectif pour nous, c'est pas d'apprendre bien sûr à développer, c'est d'apprendre de manière générale comment travaillent les développeurs pour pouvoir créer les microservices qui nous intéresseront pour pouvoir procéder au déploiement de notre application fil rouge via les produits, les outils DevOps. Donc là, il faut patienter un petit moment que tout voilà, se fasse bien. Tant que ici ça travaille, il faut que vous patientiez. Donc là, on patiente. C'est parfait. Donc là, une fois qu'on a fait cette chose-là, c'est parfait. Donc là, on peut aller sur Gradle ici. Et quand on est sur Gradle, on a un certain nombre d'outils hein, qui apparaissent ici sur Gradle. Bon, ces outils-là, on ne va pas en avoir besoin. Voilà. Alors, maintenant qu'un certain nombre de choses se sont mises en place, ici dans cette zone-là, alors cette zone-là, c'est la zone build. Vous voyez la zone build, là, elle est ici. Il y a plusieurs zones ici. Au cas où chez vous, c'est pas ouvert, vous avez la zone build ici. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et dans cette zone, on a ce petit icône Reload Gradle Project hein, que l'on pourrait retrouver ici avec un Rebuild Project par exemple. Voilà. Bon, on le refait ici. Je vais le reloader, hein, c'est-à-dire qu'il va refaire un peu toutes ces opérations et avec les corrections qu'on a apportées, peut-être que ça va régler les problèmes s'il y a d'autres problèmes qui se posent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les réglages de démarrage. Hein, c'est pas des choses qu'on fait tout le temps, mais c'est intéressant de les connaître, hein, puisque plus on connaît de choses sans rentrer dans de grands détails dans la programmation. L'idée c'est d'avoir une vue générale, un petit peu de tout ce qu'on peut faire avec un IDE, comment il faut le paramétrer, etc. Voilà. Donc si vous avez ce message-là, vous l'avez. Alors peut-être que vous n'avez pas les mêmes messages que moi, mais si vous l'avez, bon bah écoutez, always download. Quand il y a un message qui apparaît, qui nous dit qu'il y a telle opération à faire, qui concerne bien sûr l'IDE, eh bien bah, on clique dessus hein, pour pouvoir les faire. Puisque l'objectif, hein, c'est que ça devrait accélérer un petit peu les traitements. Voilà, on patiente un petit moment. Voilà. Pour l'instant,
on est sur l'étape de démarrage. Et là, je vais aller sur Gradle. Et là, normalement, j'ai mon petit projet calculator. Ensuite, là, un certain nombre de tâches qui concernent toutes les opérations que je peux faire concernant mon projet. Voilà, ça, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Ce qui m'intéresse, c'est de reparcourir ce projet. Alors, on a vu qu'il y avait le dossier SRC. Dans le dossier SRC, il y a le dossier main. Dans le dossier main, il y a le dossier Java. Et dans ce dossier Java, il y a un package. Package comme .calculator. Ce package, il a été créé par rapport à ce qu'on avait fait dans l'initialiseur. On avait appelé le groupe com.calculator et l'artefact calculateur. Donc il a pris ça et il a collé avec ça et ça lui a permis de créer le package. Voilà. Ensuite, ici, on a un programme Java, donc là, qui a été mis en place à l'initialisation. Et ce programme Java, c'est celui qui permet de booter l'application, c'est-à-dire de la lancer, cette application, sans rentrer dans les détails du code. Ensuite, on a le dossier ressources. Dans ce dossier ressources, c'est là où on place les fichiers web, tout ce qui permet de créer des pages web. Donc, avec Spring, ça peut être des JSP, on appelle ça comme ça, ou ça peut être de l'HTML, des CSS, etc. Donc l'idée, c'est déjà de comprendre que c'est là où on met les ressources web. Application property, c'est un fichier dans lequel on peut définir un certain nombre de propriétés. Par exemple, si on veut que l'application fonctionne sur le port 8081 ou 8082, c'est là où on le définira. On pourra définir les paramètres de connexion à une base de données. Également, dans ce fichier ressources, c'est là où on peut définir ce que vous aviez fait avec MySQL, c'est-à-dire les instructions MySQL qui vont permettre de définir le schéma d'une base de données MySQL ou MongoDB par exemple. Ici, on a le dossier test. Dans ce dossier test, c'est là où, alors ici on a un petit test qui a été mis en place, un petit test exemple, qui a été mis en place par Spring Boot, mais c'est là où le développeur va réaliser les tests pour tous les codes qu'il va effectuer ici. Alors pourquoi pour nous c'est important de comprendre ça? Parce que, en fin de compte, Jenkins, qui va beaucoup nous servir pour pouvoir faire de l'intégration continue et du déploiement continu, va pas faire autre chose que les opérations qu'on pourrait faire ici au niveau des tests. Et au niveau de la compilation, il ne fera pas autre chose également. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait de ce côté-ci manuellement, c'est ça qu'on demandera à Jenkins de faire. Plus bien sûr des choses qui n'existent pas côté développeur, à savoir déployer ça sur un serveur, etc. Ça, c'est des choses qui appartiennent côté opérateur. Donc là, on a côté dev et il y aura le côté opérateur. Et donc là, c'est intéressant de comprendre déjà que DevOps, c'est quelque chose qui va permettre d'automatiser les opérations de compilation, de création, d'exécutables, de tests, c'est-à-dire tout ce que fait le développeur, mais également d'automatiser ce que fera l'opérateur quand il va déployer ce code-là. Donc ça, c'est important de comprendre DevOps. Ensuite, ici, on a le fichier build.gradle. Alors celui-là, c'est un fichier intéressant à connaître parce que on a dit que Gradle, c'est l'outil qui permet de pouvoir réaliser toutes les opérations du cycle de vie d'une application. Compiler l'application, compiler, ça veut dire que on va tout simplement, en quelque sorte, lors de la compilation, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe dans notre code. Ensuite, il permet de packager l'application, c'est-à-dire de créer un exécutable. Il permet de lancer les tests. Il permet de récupérer les dépendances. Alors les dépendances, on peut les définir ici. Par exemple, ici, on a deux dépendances qui sont définies. On a cette première dépendance, Bootstarter Web, c'est une dépendance qui provient du choix qu'on avait fait ici, quand on a sélectionné cette dépendance. Cette dépendance est une dépendance qui va permettre de créer le microservice, c'est-à-dire qui va permettre, alors
Pour le dire plus clairement, c'est une dépendance qui va permettre plutôt de créer l'API, application programming interface. On a dit qu'une API, c'est tout simplement un code, une fonction, un composant qui va permettre aux autres applications ou aux utilisateurs d'accéder à notre application. Donc là, on a mis en place Spring Web et ça s'exprime dans le fichier Gradle de cette manière-là. Cette dépendance-là, c'est une dépendance qui va permettre de faire les tests. De plus, c'est dans ce fichier-là qu'on pourrait rajouter un certain nombre d'informations concernant le type de test que l'on veut mettre en place. Ici, c'est un endroit où on va mettre en place ce qu'on appelle les plugins. Donc en particulier ici, puisque c'est avec du Java que l'on travaille, on va mettre en place le plugin Java. Voilà approximativement tout ce qu'on a besoin de savoir. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que là, regardez, il a créé un fichier gitignore. Et gitignore, nous, on n'aura pas besoin de le créer pour ce genre de projet. Souvenez-vous, le gitignore, c'est un fichier qui permet de définir avec Git tous les dossiers que l'on ne souhaite pas envoyer sur le serveur distant, sur le serveur GitLab, pardon, ou le serveur GitHub. Et donc là, c'est fait déjà. C'est super intéressant pour nous. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tester que ça marche bien déjà. Donc, pour tester que ça marche bien, on double-clique sur calculateur application. Alors attention, il faut bien double-cliquer sur calculateur application. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire bien double-cliquer? Ça signifie tout simplement, et quand je double-clique dessus, je dois avoir, alors double-clique ici, alors elle est apparue plus bas. On va essayer de la remonter cette fenêtre, voilà. C'est apparu ici. Voilà. Donc quand je double-clique dessus, et quand je double-clique sur cette application-là, ça veut dire que l'application dans laquelle il y a cette annotation-là, une annotation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une instruction qui va permettre d'injecter du code dans notre application. Et ça simplifie la vie, c'est-à-dire que si on n'avait pas cette annotation-là, il faudrait rajouter du code à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, le code est extrêmement simple. Cette annotation-là, elle va tout simplement permettre à l'application de commencer à s'exécuter. Donc double-cliquez bien sur ce fichier-là et vous devez voir cette annotation-là. Et à partir de là, il suffit de cliquer sur le petit symbole vert qui est ici. Alors, il faut faire attention à ce que le port 8080 ne soit pas occupé sur vos machines. Et là, on patiente un petit peu. Et normalement, il devrait exécuter cette application. Alors pour ça, on voit les choses dans la petite fenêtre qui s'appelle Run ici. Vous voyez, cette petite fenêtre qui s'appelle Run. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que notre application, elle démarre un serveur Tomcat. Alors ce serveur Tomcat, nous, on n'a pas du tout installé ce serveur Tomcat. Ce serveur Tomcat, c'est un serveur. Qu'est-ce que c'est que ce type de serveur? C'est un serveur comme Apache. Mais Apache était plutôt fait pour le PHP. Ici, Tomcat va être fait pour du Java. Donc c'est comme Apache, il fonctionne sur le port 8080, on le voit ici. Mais ce serveur, il était empaqueté dans notre application. Nous, on n'a pas eu besoin de l'installer. Comment il s'est installé? C'est quand on a mis en place cette dépendance. Dès que cette dépendance est mise en place, on a ce serveur qui est, installé. Donc on a une application qui est prête à l'emploi, qui pourra être dockerisée, qui se prête bien aux microservices, puisque quand on fera un composant Docker avec cette application, dans le conteneur, il y aura tout. Il y aura et l'application, le microservice, et il y aura le serveur. Alors, quand ça démarre comme ça, vous pouvez lancer le navigateur, ça va afficher une page d'erreur puisqu'on n'a rien fait. Voilà. Localhost 2.8080. Bon, ça signifie que ça marche bien,
Mais comme on n'a donné aucune instruction au programme quant à ce qu'il faut faire, il y a une page d'erreur qui s'affiche. Alors, si ça ne marche pas ici, vérifiez qu'il n'y a pas le port 8080 qui est occupé chez vous par autre chose. Ensuite ici, on va arrêter ce serveur. Voilà. Il nous sort une erreur à cause de notre message d'erreur. Bon, mais ça n'a pas d'importance. On peut minimiser la fenêtre ici si on veut, la fenêtre Run qui est ici. Maintenant, on va commencer à créer notre projet. Alors le projet, donc ici on va mettre juste l'essentiel de ce qu'il y a à faire. Hop, hop, hop. On va comme ça, ce petit fichier accompagnera la petite vidéo. J'efface tout ça. J'efface tout ça. Donc premièrement, on va créer le fichier calculateur.java. Alors, s'il vous plaît, ne vous trompez absolument pas dans la syntaxe. Il faut que ce soit orthographié comme ça. Toutes les classes Java, elles commencent par une majuscule. Voilà. Donc ici, on peut récupérer le nom du fichier qu'on veut créer. Voilà. Et on vient ici. Et là, on clique sur ce package ici. Bouton droit, New, Java Class. La classe, on l'appelle Calculator. Voilà, notre classe Calculator est créée. Et on va aller sur le document pour rechercher le code. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer le package, comme ça vous ne le prenez pas. Vous récupérez juste la classe qui est là, hop, comme ça, et tout ce qu'il y a là, sauf le package. Vous voyez, j'ai supprimé, sauf le package. Vous collez. Bon, on sauvegarde. On a une deuxième classe à créer, c'est la classe calculateur contrôleur. Donc ça, je supprime. Et là, je vais supprimer le package. Comme ça, on va récupérer. Voilà. Donc, ne vous trompez pas. Voilà. Ici, bouton droit, New, Java Class. Et on colle. Ensuite, je retourne sur mon document, ici, et je vais juste récupérer ça. Et là, vous allez coller, supprimer bien tout ce qu'il y a dans le fichier, sauf le package. En haut, je répète encore une fois, et vous collez. Voilà. Voilà, donc là, on a fini. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement? On souhaite créer un microservice. Alors, on répète, un microservice, ça va permettre de créer une application qu'on va pouvoir exposer vers l'extérieur. Donc nous, en tant que utilisateur humain, parce que ce n'est pas un autre microservice qui va accéder à cette application, donc on va pouvoir tester ce microservice avec HTTP. C'est ça l'idée. Donc là, on a défini une classe. Alors une classe, c'est tout simplement les fichiers sources, de programmes sources qui sont acceptés dans Java. Une classe, c'est comme un type de variable. Et cette classe, elle s'appelle Calculator. Dans cette classe, on a défini une fonction qui s'appelle somme. Cette fonction, elle va retourner la somme de A et B. Donc A, c'est un entier, B, c'est un entier, c'est ce que signifie l'INT, et ça va retourner un entier. Donc si A est égal à 5 et B égale à 6, 6 plus 5, ça donne 11, ça nous retournera 11. On annote cette classe avec le paramètre service, pour tout simplement exprimer le fait que l'on souhaite exposer cette classe-là. On puisse y accéder de l'extérieur. Alors, pour pouvoir y accéder, maintenant, on va avoir besoin d'un autre code, c'est le calculateur contrôleur. Dans le calculateur contrôleur, comment on définit qu'on pourra accéder à cette classe avec le protocole HTTP? Il suffit d'écrire @restcontroller, tout simplement au-dessus de ce nouveau fichier de programme.
AutoWired qui est ici, ça signifie qu'on va tout simplement utiliser un objet du type de cette classe. Ici, on a créé la classe calculator. Et pour indiquer qu'on va utiliser une instance c'est tout simplement un type de variable qui va tout simplement représenter calculator. Donc là, on va définir un type de variable de type calculator. Voilà, cette variable, on l'appelle calculator ici. Donc ça veut dire qu'avec cette variable-là, on va pouvoir utiliser la fonction sum qu'on a définie dans calculator. Ici, à request mapping //sum, alors ça signifie, je fais un petit commentaire ici, ça signifie que quand on va lancer le microservice, on pourrait y accéder de cette manière-là. Voilà, il suffira de faire voilà, avec sum à la fin. C'est tout ce que ça signifie. Ça signifie, quand on annote cette fonction qu'on appelle sum également, on l'annote de cette façon-là, ça signifie que tout à l'heure, quand on va lancer le microservice, on y accédera avec cette URL-là, avec à la fin le /sum qui est ici. Si par exemple ici j'avais mis /x, à la fin je mettrais x. Voilà, c'est une façon de dire à notre programme, quand tu reçois une requête qui est construite comme ça, eh bien, tu exécutes cette fonction. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Cette fonction, elle renvoie une chaîne. Une chaîne, c'est du texte, c'est pas un entier, string. Et cette fonction, elle prend deux paramètres. Elle prend un premier paramètre, alors, il y a request param, elle prend un premier paramètre A qui est de type entier. Donc ça signifie quoi ça? Ça signifie que dans notre URL, quand on va interroger le microservice, on ajoutera A et on donnera une valeur à A. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire. C'est request param, c'est-à-dire qu'on attend ce paramètre-là dans l'URL. Mais il y a un deuxième paramètre qui est attendu, c'est le paramètre B. Donc ça veut dire qu'on mettra un et ici, et on fera B égale 2. Et dans le cas où, dans l'URL, on interroge le microservice avec cette URL-là, eh bien le microservice, il va tout simplement appeler l'objet de type calculator. Parce que cet objet de type calculator, le type c'est ça, et ça c'est l'objet. Vous voyez, donc dans calculator, on a défini une fonction qui s'appelle sum. Donc là, on va pouvoir utiliser cette fonction sum, on va faire calculator point. Calculator point, ça veut dire qu'on va appeler la fonction sum qu'on a définie dans calculator. Et on va lui donner les deux variables a et b qui vont être récupérées dans cette URL. Donc il va faire la somme des deux. Le problème, c'est que cette somme, elle est renvoyée sous la forme d'un string, c'est-à-dire d'une chaîne. Or nous, on la veut sous la forme d'un entier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait string.valueOf, et ça va permettre de convertir cette valeur-là en entier. Voilà, pour les explications, alors l'idée c'est de comprendre approximativement comment ça fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tester, on clique sur Calculator Application, on lance l'application comme tout à l'heure, voilà, on patiente un petit moment. Et là, dans Calculator Controller, dans mes explications tout à l'heure, j'avais créé une URL ici, que je peux aller récupérer pour tester que ça marche bien. Voilà, donc ça donne bien 3. Voilà, j'ai créé mon microservice. Vous voyez, donc l'application est lancée, et je crée le microservice. Alors je peux arrêter. Voilà. C'est parfait. Alors, une fois qu'on a notre microservice, qu'on va faire, nous, l'objectif, ça va être de le pousser sur GitLab. Alors pour ça, il faut aller sur GitLab, ou si vous voulez aller sur GitHub, on peut aller sur GitHub aussi, pas de problème. On va aller sur GitHub, tiens, GitHub. Voilà. Dans GitHub, vous vous connectez.
c'est peut-être pas comme ça qu'on se connecte, c'est plutôt avec Sign In. Voilà, on se connecte, vous mettez votre login et votre password, vous cliquez. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous allez tout simplement sur vos repositories. Et là, sur vos repositories, on peut en créer un nouveau, un new. Et on va faire microservice. On va le laisser en private, on peut le laisser en private. Un readme, c'est pas la peine. Et on clique sur Create Repository. Une fois qu'on a cliqué sur Create Repository, bon, il nous donne un certain nombre de choses qu'on peut faire pour pouvoir envoyer notre code sur GitHub. Alors maintenant, on va essayer de pousser tout ça sur le GitHub. Premièrement, on peut ici, notre IntelliJ, pouvoir le raccorder à GitHub. Alors pour ça, on sélectionne notre microservice, on clique sur VCS ici. Et là, on va cliquer sur Create Git Repository. Souvenez-vous, Create Git Repository, ça correspond au Git init qu'on faisait sur l'invite de commande. On clique sur Create Git Repository. Et là, on va sélectionner le dossier dans lequel on veut créer le repository. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Microsoft Service ici. On clique sur OK. Et à partir de là, on voit que ici, plus bas, vous voyez, sur la gauche, on voit qu'il a un petit onglet qui s'appelle Git et qui nous a créé le Git init. Vous voyez, avec le Git init, il a créé un repository local. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on avait fait ensemble. Et là, il nous dit No change committed, commit local change. Alors, quand on clique dessus, il n'y a absolument rien qui se passe dans l'immédiat. Il a créé également une branche master ici. Vous voyez la branche master ici? Hop, je clique dessus. On a bien une branche master qui a été créée à ce niveau-là. Donc, l'opération qu'on vient de faire avec IntelliJ IDEA, c'est la même. Et quand on retourne sur GitHub, ça correspond à cette opération git init. Vous voyez qu'on faisait dans le dossier en mode commande. D'ailleurs, on aurait pu le faire en mode commande, mais il est intéressant de voir comment on peut faire avec un IDE. Ensuite, ce qu'on va faire, on va committer les changements dans le Git local, puisque pour l'instant, on a créé un Git local. Donc on fait bouton droit sur le projet ici, et on va aller sur Git, et on va faire commit directory. Voilà. Donc le fait qu'on ait commité la directory, ici on va écrire au niveau du commentaire un premier commit. Alors, si je clique sur commit in push, ici, alors ça fonctionne pas parce qu'il me demande qu'est-ce que je veux exactement committer. Ce qui m'intéresse, c'est tous les fichiers non versionnés. Donc je clique ici, je vais sélectionner tous les fichiers que je veux committer et pousser. Donc je clique ici, je les sélectionne et je clique sur commit in push. Voilà, donc il commit. Il est en train de travailler. Patiente un petit moment. Alors il me dit commit and push check failed, 3 warnings. Commit anyway and push. Donc on va cliquer sur commit anyway and push. Voilà. Et quand on a fait ça, il demande de définir la branche distante. Donc on va cliquer sur define remote. Et
ici pour pouvoir, on va définir l'origine, hein, comme on faisait avec, quand on faisait ça avec jtrmod add origin. Donc là, l'idée, c'est de le faire plutôt ici. On va aller se rechercher sur GitHub l'URL. Hein. Alors l'URL, elle est ici, donc il faut cliquer sur le SSH et on récupère cette URL-là. Voilà. On fait un bouton droit, on fait copier. Et on revient sur notre code. On colle, on fait OK. Alors il dit GitHub permission denied publicly could not read from report repository. Please make sure you have the correct access right and the repository exists. Alors ça, c'est un problème de SSH, donc il va falloir qu'on voie comment est-ce qu'on peut régler le problème de SSH. Première des choses, donc il faut annuler la fenêtre qu'on avait. Hein. Deuxième chose, on va aller sur File. Donc on avait la fenêtre, on va aller sur File, on va aller sur Setting. Dans Setting, on va rechercher GitHub. Alors, GitHub, on l'a ici. Alors, moi, je vais supprimer le compte que j'ai ici. Voilà, on a GitHub ici, normalement, on n'a rien. On clique sur Add compte, Login via GitHub. Voilà, il va se loguer sur GitHub. On clique sur Authorize in GitHub pour pouvoir déjà autoriser la connexion à GitHub. Donc là, il nous dit que c'est bon, supprimer la page. Et là, on a bien notre GitHub qui est accepté. Clone Git with clone Git repository using SSH. Donc on colle, on sélectionne, on fait Apply et on fait OK. Alors d'abord, il faut bien s'assurer que on a bien une clé SSH qui a été définie sur notre PC et on a envoyé la clé publique à distance. Alors pour ça, on peut aller ici sur le terminal. Hein. Donc on peut aller sur le terminal. Voilà, vous pouvez aller sur le terminal. On peut ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Vous pouvez aller sur le terminal de Windows hein, voilà. Et on va faire un SSH-keygen hein. Pour les camarades pour lesquels ça n'a pas fonctionné. Alors ici il me dit qu'il y en a une qui existe déjà. Là, je vais l'envoyer. Alors il faut bien repérer le chemin où est votre clé. Hein. Moi elle est là ma clé. Les gens qui sont sous Windows, on va leur donner un autre chemin. Donc il faut bien repérer le chemin. Vous voyez, il faut bien repérer ce chemin. Alors attention, les gens qui sont sous Windows, on peut avoir des slash qui sont dans l'autre sens. Bon, il faudra bien remettre les slash hein, dans le même sens. Hein. Sous Windows, c'est C2 points, anti-slash. Vous voyez, tous les slash doivent être dans ce sens-là. Donc même si vous trouvez sous Windows des slash dans ce sens-là, il faut bien les remettre dans l'autre sens. Ça, c'est les slash sous Linux. Hein. Voilà. Je fais un compile et je vais faire un... Alors, ça dépend. Donc, pour les gens qui sont sous Windows, eux, ils feront un notepad et ils mettront leur chemin. Hein, donc, il va se présenter, alors pas tout à fait comme ça. Hein. Donc, il y aura des choses à mettre. Et puis, ils feront un ID rsa.pub. Ça, c'est pour les gens qui sont sous Windows. Donc, ils mettent bien le chemin qu'ils auront repéré à ce niveau-là. Pour les gens qui sont sous Linux, ben, ils vont utiliser le chemin qui a été repéré ici, donc en faisant un anneau, et ils vont coller. Voilà, ce chemin, ils prennent bien la précaution de faire un slash. Donc je répète, ça c'est pour les gens qui sont sous Linux. Les gens qui sont sous Windows font un notepad et ils vont copier-coller le chemin qu'ils ont repéré ici, qui doit commencer normalement par un C et qui finit par un... Voilà. Alors,
le problème, c'est que ça fonctionne pas. Alors je vais récupérer ça pour y aller. Voilà. On va faire un CD déjà pour y aller tranquillement. On fait un ls et voilà. Donc, Nano, hein, ou Notepad. Donc, vous pouvez, pour les gens qui sont sous Windows, faire un CD pour vous rendre dans le dossier et faire comme je fais là, voilà, au cas où il y a un problème, pour ouvrir le fichier idrsa.pud. Et là, l'objectif, c'est de sélectionner, bien évidemment, tout ce qu'il y a dans ce fichier. Ici. Voilà. Voilà. Alors, comme je ne vois pas le fichier, voilà. Avec les touches du clavier, ce sera mieux. On appuie sur la touche mise à jour. Et ça va aller jusqu'à la fin, voilà, tout simplement. Même si ça prend un peu de temps. Non, si avec la souris vous y arrivez, c'est parfait. Voilà. Jusqu'à la fin, on ne dépasse pas d'un caractère. Et on va faire bouton droit. On va faire CTRL-C. Voilà. Et ensuite, on retourne sur GitHub. On vient ici. On va sur Setting. Et dans Setting, on va sur SSH NGPG-Key. On clique sur New SSH Key. Un titre, donc on va faire clé 1 Telige. Et on va coller la clé ici. Alors c'est pas bon. Ça n'a pas été bien récupéré. Voilà. Je sais pas pourquoi il ne veut pas le récupérer. Voilà. Peut-être sous Nano. Alors si avec Nano ça marche pas, sous Linux, hein, faites un 4 ici. Voilà. Si avec Nano ça marche pas, faites un 4. Si vous y êtes arrivé, avec Notepad normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais sous Linux, hein, si on n'y arrive pas, voilà. Et là, on se fait un ADSSH key. Alors tentons de voir si ça règle le problème. On revient sur le code, on clique sur projet, hein, sur projet ici. On va sur microservice, on fait un bouton droit, on va tenter de refaire un git et de refaire un push ici. Voilà. On va définir la remote. La remote, il faut revenir sur notre projet. On clique sur Your Repository. Le repository qu'on a fait le dernier, c'est microservice. On clique sur SSH et on a bien ici le repository remote. On revient là, on colle et on fait OK. Alors, est-ce qu'il accepte? Et voilà, c'est accepté. On fait un push. Et là, normalement, on devrait avoir notre projet, hein, si on revient ici, qui a bien été pushé sur le dossier. Donc, on a bien notre projet Calculator qui est ici. Voilà, on a pu connecter notre IntelliJ IDEA à GitHub. Alors maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on récupère ce code sur notre machine Debian 11. Donc, on va aller sur l'invite de commande. Voilà. Et on était connecté. Alors, c'était pas. Je ferme.
va fermer. Voilà, donc tout à l'heure, on était connecté sur la machine Vagrant. Hein. Donc attention, il faut être bien connecté sur la machine Vagrant. Hein. Machine Vagrant, on s'y est connecté tout à l'heure. Hein. Pour installer Docker et pour installer, enfin Git, il était présent. Donc ce qu'on va faire, on va déjà cloner le projet. Alors pour cloner le projet, il faut d'abord créer une clé. Hop. Donc là on est sur Linux. On va créer la clé. Donc là, la clé, elle est créée sur la machine VirtualBox. Hein, puisque là, l'objectif maintenant, c'est de récupérer le projet sur la machine VirtualBox. Donc alors, on revient ici. Hop, on crée le... Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on clone le projet. Alors d'abord, créer un projet. Donc on va récupérer notre clé. On récupère ce chemin. On peut récupérer tout ce chemin d'ailleurs. Voilà. Et là, on va faire un cat. On colle le chemin. Mais alors attention. Attention, il faut bien me rajouter à la fin un point pub. Il faut bien rajouter point pub. Il faut que ce soit la clé publique. On sélectionne bien la clé. Sélectionnez-la bien. Ne vous trompez pas. Voilà, ne mettez pas des caractères en plus parce que sinon ça ne va pas fonctionner. On revient ici, hop, et je vais sur mon profil, je vais sur Settings, et là au niveau de Settings, je vais aller sur SSH NGPG Key. Je vais cliquer sur New SSH Key, et puis là je vais faire clé SSH. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, à ce niveau-là, je vais tout simplement coller toute la clé à des SSH Key. Donc, la clé, comme je l'ai collée, je reviens, alors d'abord, sur le GitHub. Il faut revenir sur notre repository. Le repository, c'est microservice. Microservice, on va à ce niveau-là, donc cliquer sur code et on clique bien sur SSH. Attention, l'URL doit être en SSH. On clique sur cette URL et on revient sur la machine VirtualBox qu'on a installée avec Vagrant. Vous voyez, donc ici c'est Vagrant. Et là, je vais faire un git clone pour récupérer le projet. Ça, c'est la première des choses à faire. Donc là, quand il me dit que il faut que je confirme l'empreinte, hop, je fais un yes, et si je fais un ls, je constate que le dossier microservice, le projet, je l'ai récupéré sur ma machine Debian, sur lequel j'ai le Linux. Je fais un cd microservice, je fais un ls, et là j'ai bien mon projet calculator qui est là, je rentre dans le dossier. Alors d'abord, je vais faire un ls-al, pour voir s'il n'y a pas des dossiers cachés. Ben, voilà, il y a le dossier Git qui est caché. Donc, c'est parfait. Hein, je suis où il faut. Alors, par contre, je vais aller maintenant dans le dossier calculator, cd calculator. Voilà. Si je fais un ls-al, voilà. Donc ici, j'ai également donc, ce dossier Git. Donc il faut être dans le dossier calculator, puisque c'est là où j'ai le projet. Et là, vous voyez, donc j'ai le dossier caché .git. Alors, maintenant, le problème, c'est qu'il faut installer le JDK 19. Donc, on va aller sur Internet, Google, installer JDK 19 sur Debian 11, comme ça. Donc, on nous dit la 11, j'ai pas la 11, installer Java. Alors, installe Oracle Kit 19, donc celui-là, peut-être ici. Alors ça donne quoi ça? Est-ce qu'on a quelque chose? Alors, download Oracle JDK 19
pour l'installer, il faudrait faire ces commandes-là. Bon, bah, on va essayer. Hein. Alors, on nous demande déjà d'utiliser la commande wget, qui est ici. Hop. Donc, je vais utiliser cette... Alors, bon, il ne faut pas se mettre là, par contre, quand on fait un wget. On va faire d'abord un cd tilde, hein, parce que wget va récupérer tout le fichier qui n'a rien à voir dans le projet. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Ensuite, on nous demande d'installer le... voilà, pour installer l'Oracle JDK19, on nous donne les étapes. Je vais coller ici. Hop. Et ici, on nous donne cette autre étape. Voilà, je colle ici et on nous demande de décompresser ici. Alors, par contre, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Cannot open. Ah, il nous dit cannot open no such file or directory. Oui, c'est parce que moi, je ne l'ai pas downloadé dans la directory download. Donc, il faut supprimer le download puisque le fichier. Alors, il dit cannot open. Alors, bon, on va faire un ls. Ah oui, c'est parce que ici on a fait le CD USR. Donc, nous, notre JDK19, nous on s'était mis sur le tilde. Donc, ça veut dire ça devrait faire tilde slash. Voilà. Puisque nous on avait fait. Utilisateur, le dossier home, hein, pour pouvoir télécharger le Java. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre en place, alors d'abord, est-ce que le... Voilà, donc là, donc ça c'est bon. Là on nous demande de mettre en place l'environnement, donc on va le faire. Hein. Alors est-ce que ça c'est l'environnement. Alors l'environnement c'est pour... voilà, on va définir le Java Home, on va définir le path. Alors est-ce qu'on est obligé de faire tout ça? Je pense qu'on pourrait juste faire ça. Voilà. On va essayer de faire ça tout simplement ici. Alors, on va récupérer cette instruction-là. Hop. Alors, par contre, il dit que le path n'existe pas. Ici, on a un path qui n'existe pas. Alors, c'est quoi le path qui n'existe pas? Alors, sudo update alternative install us usr lib. Alors, le path qui n'existe pas, alternative path usr lib jvm, donc ce serait ça qui n'existerait pas. Alors, normalement, si je fais un ls ici, on regarde ce qui existe. Ah, c'est le 02. Donc, il faut rappeler la commande et mettre ici 02. Voilà, c'est parfait. Si je fais un Java moins version, j'ai la version 19 qui est installée. Et bien évidemment, il faut mettre le Java Home en place. Hein. Alors, on peut faire un export ici, Java underscore home, qui est égal, même si on ne va pas le persister dans l'immédiat. Hein. Et on va donner le chemin vers notre Java. On colle ici. Voilà. Donc si je fais un history de tout ça, alors j'ai fait la commande export, j'ai fait la commande export. Alors d'abord on va peut-être aller récupérer tout ça
Je vais peut-être mettre la page. Hein. Hop. Je mets la page dans le document. Ici. Voilà, comme ça vous avez la page où aller. Il suffit de suivre les instructions qu'on vient de réaliser ensemble. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est bien déjà, on va pouvoir retourner hein, sur le dossier Home. On va pouvoir faire un ls et on va pouvoir faire un cd micro services. On va pouvoir faire un ls calculator. Voilà. On va pouvoir faire un ls ici et là. Je peux faire un point slash. Alors, alors au cas où, c'est jamais, hein, donc je vais faire un chmod plus x hein, au cas où Gradle w n'est pas exécutable, et je vais faire un point slash Gradle view, et là juste derrière je vais lui passer la commande build pour qu'il me construise l'exécutable de mon fichier. Alors au départ, bon, ça dure un peu parce que il va aller chercher hein, le fichier Gradle, il faut qu'il le télécharge, donc la première fois ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, donc il me crée mon jar, ça c'est intéressant. Il va le créer ce jar. Hein. Voilà. Voilà, donc il crée le jar. Voilà, il réalise toutes ces opérations. Donc on va patienter un petit moment. Alors une fois que ça c'est terminé, si vous faites un ls ici, vous constatez qu'il y a le dossier build, comme on l'a vu hier. Si vous faites un ls build /libs, hop, vous trouvez le programme qui a bien été empaqueté. Hein. Alors, si je fais un java -jar et si je récupère ça, je copie, et si je colle, j'exécute, alors il me dit que c'est inaccessible parce qu'il faut lui donner le chemin. Je rappelle la commande et je fais un /build /lib/ et je valide. Alors il me dit, ah oui, donc parce que là je me suis planté, hein. J'ai l'impression que je me suis planté, il me dit unable to access. Ah bah oui, c'est pas un slash. Et on donne le mauvais chemin, il ne faut pas de slash ici, hein. C'est java-jar build, puisque le dossier est directement ici. Ah ouais, ben voilà, donc il y a encore une erreur de syntaxe, c'est libs. On va y arriver. Voilà, on y arrive. Et là, notre application démarre bien. Voilà, l'application démarre bien. Voilà, on a bien notre application qui est voilà, qui a été démarrée hein, sur le serveur des Debian. Alors, si je viens ici sur le navigateur de ma machine, et si je fais http localhost 2.8080, voilà, ça marche pas parce que tout simplement ça se passe pas sur la machine locale, ça se passe sur la machine
distante qui est là, et sur cette machine qui est ici, sur la machine Virtual Box. Voilà. Alors, comment on fait pour pouvoir tester éventuellement que ça fonctionne bien? On peut faire un curl, c'est-à-dire que là, il faudrait ouvrir un autre terminal sur votre machine Windows. Vous ouvrez un autre terminal sur votre machine Windows, comme ça. Et quand vous avez ouvert un autre terminal sur la machine Windows, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir rentrer dans le dossier Debian 11. Il va falloir faire un vagrant SSH, voyez, pour me reconnecter encore en SSH sur la machine Debian 11. Voilà. Oui, je me connecte encore sur la machine. Et puis là, je vais faire un curl. Alors, curl, je vais faire curl. Curl, c'est comme si je lance un navigateur. Hein. Local host 2.80.80. Alors déjà, est-ce que ça répond? Bah oui, ça répond. On voit d'ailleurs que le serveur derrière, il a répondu. Et si je fais /somme point d'interrogation A égale 2 exa B est égal à 3. Voilà. Alors, il me dit qu'il y a un problème, très probablement parce que... Je vais faire un CTRL-C ici. Hein. Très probablement parce que... Alors d'abord, j'ai peut-être pas terminé. Voilà, parce qu'on voit qu'il faut échapper le caractère ici. Hop. Voilà, il me donne la valeur 5. Vous voyez ici, 5. Alors, il faut échapper le caractère. Pourquoi? Parce que le hexa, sinon, si j'échappe pas le caractère hexa, ça veut dire que le hexa va être pris comme un caractère pour passer à la ligne. Voilà, donc, voilà comment je teste sur le... Alors, si là, l'objectif maintenant, c'est de s'assurer qu'on a bien compris tout ça. Et pour s'assurer qu'on a bien compris tout ça, quelques exercices ici. Hein. Exercice à faire. Donc le premier exercice 1, c'est de recréer un autre microservice que l'on appellera microservice 1, dont l'objectif est de faire le produit de deux nombres. Alors, attention, il faut créer entièrement un projet. Et ici, dans la réponse, hein, vous indiquez les étapes que vous aurez utilisées. À ce niveau-là, il faut vraiment être à l'aise avec ce qu'on vient de faire. Hein. Deuxièmement, ici, la deuxième des choses, hein, c'est qu'il faut créer un projet sur GitHub et pousser ce nouveau microservice. Ça, c'est le deuxième point. Troisièmement, sur la machine Debian, et première chose, sur la machine Debian, donc l'objectif, hein, c'est la chose suivante. Hein. L'objectif va être de faire la chose suivante, hein, de récupérer ce projet, de le packager en jar et de l'exécuter en arrêtant bien évidemment le premier microservice.
Il faut être très à l'aise avec donc la réponse. Hein. Je vous mets réponse. Hein, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est de mettre toutes les commandes ici, que vous aurez réalisées. Et puis, quatrième question, créer un container Docker qui fera fonctionner basé sur Debian 11 dans ce conteneur installé. Donc là, l'objectif, hein, ce sera d'installer le JDK 19. Hein. L'objectif, ce sera d'installer le JDK 19. Voilà. Et d'exécuter le fichier jar. Alors, pour ça, hein, ce qu'on peut faire, hein, déjà pour commencer, hein, l'idée ce sera de créer un conteneur Docker basé sur Debian 11. Dans ce conteneur, alors on va faire les opérations suivantes pour y aller pas à pas. Hein. Première des choses, dans le conteneur en question, il faudra installer le JDK 19. Pardon. Ensuite, deuxièmement, il faudra installer la commande git. Troisièmement, il faudra cloner le projet microservice que on a réalisé. Hein. Donc il n'y a pas de Dockerfile ici hein, ce matin. Donc, cinquièmement, allez, on va y aller doucement. Alors cloner le projet microservice qu'on a réalisé ce matin. Donc ça c'est la cinquième chose. Hein. Et ensuite, donc, dans ce conteneur, on va packager le microservice. Sixièmement, lancer le microservice dans le conteneur Docker. Et huitièmement, en utilisant la commande curl à partir de la machine vagrante, connectez-vous au microservice. Voilà. Donc voilà, avant de passer à quoi que ce soit d'autre, il faut déjà s'assurer que ces choses-là sont bien comprises et normalement, je ferai une petite vidéo pour donner la réponse. Voilà, donc je vais mettre tout ça en ligne, plus un lien vers la vidéo et